Bienvenue sur le podcast de Formator. Alors aujourd'hui, je suis avec Charles. Bienvenue Charles. Salut Florian, merci. Pas de souci. Et du coup, présente-toi rapidement à nos auditeurs. Tu m'as dit que tu habitais à New York, c'est ça? Du coup, de ce que j'ai compris, t'es un Français qui s'est expatrié à New York, c'est ça? Ouais, c'est ça, je travaille sur le web en fait, et actuellement voilà, je vis à New York, ouais. Et donc j'ai une activité majoritairement en France encore pour le moment. Super. Et oui, donc tu t'es expatrié. Et c'était il y a combien de temps? Ça fait un an que je vis aux États-Unis, et je vis à New York depuis l'été 2019, donc un peu moins d'un an. Super. Et du coup, ouais, t'es carrément ce qu'on pourrait appeler un digital nomade? Alors je dirais pas digital nomade parce que je bouge pas tout le temps, Ouais. mais je pourrais, dans le sens où ouais, j'ai juste à prendre mon ordi portable et mon téléphone et avoir une connexion internet pour me c'est quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, Mais j'ai pas le mode de vie nomade de ces gens en Asie qui changent de Airbnb toutes les 2 semaines et compagnie. Ça marche. Et du coup, oui, tu travailles dans les réseaux sociaux et dans les thématiques de web marketing et de réseaux sociaux. Comment est-ce que tu vois l'avenir des réseaux sociaux d'une façon un petit peu générale et ensuite je te demanderai plus en détail. Ce qu'on a, enfin, si on suit un petit peu l'évolution classique, c'est qu'en gros, les réseaux sociaux, quand ils se lancent, c'est super, t'as énormément d'opportunités, puis t'en as de moins en moins parce qu'en gros, les entreprises monétisent la plateforme de plus en plus. Donc c'est ce qui s'est passé avec Facebook, c'est ce qui se passe maintenant avec Instagram, et c'est ce qui va arriver à LinkedIn et à TikTok dans assez peu de temps finalement. Du coup, tu as deux stratégies, on va dire principales que tu peux avoir par rapport au futur du social media. C'est soit tu vas sauter sur toutes les nouvelles plateformes pour grossir ton audience au maximum, soit tu vas capitaliser sur ce que tu as et tu vas augmenter tes conversions avec les audiences que tu as déjà sur Facebook, Instagram, LinkedIn et compagnie. Hmm. Moi, le futur, je le vois comme ça, c'est-à-dire tu vas avoir des nouvelles plateformes qui vont se lancer, et tu vas avoir des gens qui vont sauter dessus et qui vont essayer de grossir l'audience la plus grosse le plus vite avant que ce soit limité par la monétisation de la plateforme, donc par de la pub, etc. Et donc voilà, en fait, en gros, ce qui va se passer, tu vas avoir les deux. Tu vas avoir l'émergence de nouvelles plateformes avec énormément d'opportunités et des gens qui vont être là à convertir au maximum ce qu'ils ont déjà, parce que l'acquisition devient de plus en plus compliquée. Ouais, c'est ce qu'on voit un petit peu avec TikTok, avec des chiffres, une viralité, si je me trompe pas, qui est beaucoup plus importante que sur les réseaux déjà existants. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Le problème, c'est que TikTok, il y a tellement d'utilisateurs maintenant. Et il y a tellement d'opportunités pour TikTok de monétiser cette base d'utilisateurs-là via de la publicité que moi je pense que ce qui va se passer, c'est que la monétisation va arriver assez vite et qu'en fait ces opportunités-là vont disparaître assez rapidement. Un petit peu comme avec Instagram à l'époque où Instagram, on s'en rappelle pas vraiment, mais si tu avais un compte en 2013-2014, tu pouvais te choper des milliers d'abonnés chaque jour. Hein. C'était quand Ouais, même ouais, assez hallucinant, c'était la même chose. Hein. tu cartonnais, c'était les first movers qui raflaient tout assez rapidement, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des comptes qui sont pas terribles et qui ont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés. Hmm. Et ça tombe bien qu'on en parle parce que d'ailleurs j'avais une question prévue là-dessus. TikTok ou Instagram, si tu devais choisir l'un des deux à l'avenir, tu prendrais lequel? Alors je suis un petit peu vicié dans ma réponse parce que moi je suis un lecteur assidu de ton blog donc j'ai déjà une idée de ta réponse. Mais pour les gens qui nous écoutent, entre TikTok et Instagram, qui tu vois prendre le trône et pourquoi? Euh, ma réponse va être assez partagée parce qu'en fait, ça va dépendre de ton business model, etc. C'est-à-dire que si tu es dans une logique d'hyper-croissance super rapide, tu lances ta boîte, c'est génial et tu sais que c'est un truc, comment dire, tu vas capitaliser dessus sur les 2 prochaines années, je te dirais, fonce sur TikTok, t'emmerdes pas avec Instagram. Parce qu'Instagram, avant que ça prenne, etc., ça fonctionnera pas. Après, si tu es une entreprise qui a du budget et que tu sais que tu convertis bien, que tu as de bonnes chances de convertir, je te dirais Instagram direct parce que publicité. Et que la publicité sur Instagram, tu peux tellement targeter les gens précisément que si tu es bon à ça, tu peux avoir des résultats de malade sur Instagram. Ouais. Donc en réalité, ça dépend réellement de ce que tu veux faire et du type d'entreprise que tu as. Là où
où j'aurais plus tendance à dire TikTok qu'Instagram, c'est que Instagram, ça appartient à Facebook. Facebook, tout le monde en a un petit peu marre. La surmonétisation de la plateforme, tout le monde en a un peu marre aussi. Tout le monde s'en va, les créateurs s'en vont, on commence à tester des nouveaux formats sur TikTok. En fait, ça devient plus intéressant de scroller sur TikTok que de scroller sur Instagram. Donc moi, là où je vois que TikTok peut être mieux, c'est que TikTok, l'interface est mieux et il y a plus d'innovation sur TikTok qu'il y en a sur Instagram. Instagram, ça fait quand même presque 10 ans qu'on voit le même contenu tout le temps, c'est le même contenu viral tout le temps, c'est les mêmes comptes qui sont viraux tout le temps. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une lassitude. Ouais, une lassitude qui est la même en fait finalement, mais décalée que Facebook. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Facebook, je crois qu'il n'y a plus personne qui scrolle son feed par plaisir. Tu le fais par habitude, mais... Tu sais que ça tombe bien parce que franchement, à chaque fois, tu me donnes des perches en or pour mes transitions, parce que ma prochaine question, c'était précisément, est-ce que Facebook va mourir? Non, pas du tout. Parce que Facebook n'est toujours pas en décroissance. Alors, on dit tout le temps que Facebook c'est mort, que Facebook pour le business c'est nul et compagnie. En réalité, Facebook, tu as des nouveaux utilisateurs chaque mois. Il n'y a pas de perte d'utilisateurs, il n'y a pas d'augmentation d'utilisateurs inactifs. Le réseau est toujours en croissance, donc c'est quand même beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Et c'est surtout que la maturité de la plateforme est excellente, c'est-à-dire que la plateforme Facebook Ads pour faire de la publicité, c'est la meilleure plateforme de publicité. Je vais peut-être dire une connerie en disant du monde, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Tu peux targeter tellement précisément, même si les coûts montent. C'est quand même relativement peu cher de faire de la publicité sur Facebook. Donc tu as encore énormément d'opportunités. Et puis Facebook, c'est aussi la porte d'entrée vers Instagram et tout cet univers-là. Même WhatsApp. Ouais, c'est ça. C'est à l'époque de ne pas monétiser WhatsApp, au final, on va y arriver à monétiser WhatsApp. Tu vois. Ouais, c'est que j'ai l'impression que la stratégie de Facebook repose quand même pas mal maintenant sur des rachats plutôt que sur de la réelle création de nouvelles choses. Ah, bien sûr, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont inventé le concept de réseaux sociaux et ils sont fermés dans cette bulle qu'ils ont un petit peu inventée, entre guillemets. Et ils savent qu'ils peuvent plus, comment dire, Facebook ça a éclaté, mais ça sort un peu de nulle part. C'est-à-dire que ils sont enclavés. Ouais, ils ont eu ils sont arrivés au bon moment, ça a bien pris, et puis à un moment donné, t'es dans un effet de boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens sur Facebook que les gens sont obligés d'aller sur Facebook et ça attire de plus en plus de monde et ça fonctionne comme ça. Ouais. Mais là aujourd'hui les coûts que ça engendrerait pour eux de retenter une plateforme, ça vaudrait pas le coup. Alors que tu vois, ils peuvent attendre que la plateforme monte et une fois qu'elle commence à avoir cet effet boule de neige là, là ils rachètent parce qu'ils ont des moyens qui sont tellement monumentaux que c'est clair. Voilà, c'est comme quand ils ont racheté Instagram, ça leur a coûté réellement une fortune. C'est clair. Mais bon, ça a très très bien porté ses fruits. Donc, Oui, ça c'est sûr. Je pense que quand ils rachètent une plateforme, ils savent ce qu'ils font globalement. Prochaine question, en 2020, est-ce qu'il est encore utile de faire un blog personnel? Parce que c'est vrai, on se dit qu'on va tout recommencer alors qu'il y a du nouveau contenu qui est créé chaque jour et qui n'est jamais détruit sur Internet. Tout a déjà l'air d'être créé en fait, et donc comment savoir si c'est une bonne idée aujourd'hui ou demain de créer son blog perso? Moi j'ai tendance à dire, pour tout ce qui est décision comme ça, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, je pense qu'en fait personne n'a la réponse tant que tu testes pas. Et s'il y a bien un truc que tu remarques dans le marketing, et notamment le marketing digital, c'est que tous les a priori que tu as, en réalité ils sont soit pas fondés, soit pas vérifiables, ni vérifiés. Ouais, totalement. Si la question c'est est-ce que si je lance un blog ça va marcher, je te dirais lance un blog, investis-toi dessus pendant 3 mois et vois si tu as du trafic, quoi. Si tu n'en as pas, non, c'était pas une bonne idée. Ça peut être pour plein de raisons, hein. Ton blog était moche, pas responsive, pas référencé sur Google, ou ça peut être simplement pour ta thématique ça fonctionne pas, et puis voilà. Ouais. Mais tant que tu testes pas, il y a beaucoup trop de paramètres en fait. Pour juste répondre simplement oui ou non, et en fait ça dépend de chaque business, quoi. Ouais, mais après, tu vois, avoir son propre blog, moi je trouve ça cool, hein. J'ai mon propre blog qui est à mon nom, qui est pas particulièrement optimisé. Et pourtant, tu vois, j'ai pas mal de trafic en search, Ouais. Donc bon, pour moi, je pense que ça aurait pas été la thématique du marketing, c'est quand même pas
enfin, c'est quand même la thématique la plus saturée du web, hein, je pense. Ouais. Et pourtant, tu vois, j'arrive quand même à avoir ma petite part du gâteau et à avoir un petit peu de trafic, quoi. Donc, Donc, oui, donc, instinctivement, instinctivement, tout le monde m'aurait dit, lance pas ton blog, ça marchera pas, quoi. ouais, c'est Et sûr. Et pourtant, dans pourtant, la réalité, ça ouais. fonctionne. Donc, en fait, il suffit de tester et de voir si ça fonctionne, si tu arrives à avoir de l'attraction et d'y aller comme ça, Ouais, quoi. exactement, ouais. Mais par contre, si tu testes quelque chose, faut le tester bien et sérieusement. C'est-à-dire que si tu montes ton blog et que 2 jours après, t'as toujours pas de visite et que tu te dis, ok, ça marche pas, ouais, bon, t'as pas laissé la chance qu'il fallait, tu vois. Il faut aussi investir quand même un minimum Ouais. et réellement tester l'idée, autrement ça sert à rien, quoi. Mm, évidemment. Et est-ce que tu aurais des outils, des trucs, alors un peu comme Google Analytics, même si tout le monde s'en doute, mais théoriquement pas Google Analytics, mais des petits conseils, des bons sites comme SEMrush, ce genre de trucs, pour améliorer son référencement, son site ou son personal branding même à la limite. Moi, je suis pas un grand connaisseur du référencement, j'ai quelques bases, mais j'utilise en fait assez peu d'outils. J'utilise des outils qui sont fournis par Google, donc Google Trends et compagnie. Ouais. J'ai utilisé un petit peu SEMrush, mais en fait, tous ces logiciels, enfin tous ces sites-là, ils sont hyper limitants si tu ne payes pas pour l'outil. Mm. Et moi, vu que tu vois, le SEO, c'est pas nécessairement ma spé, j'ai pas envie de payer 10 balles par mois pour un outil comme ça, quoi. Dont tu saurais pas Donc te au final, servir. j'utilise. Ouais, exactement, ou alors dont je me sers, qui n'a pas suffisamment d'impact sur mon business, tu vois. Ouais. Moi, le search aujourd'hui, c'est pas, enfin, mon revenu dépend pas de mon SEO, quoi, globalement. Donc j'ai pas d'intérêt à investir 10 balles dans un logiciel qui va me sortir les mots-clés qu'il faut. Bien, ouais, bien Euh, sûr. Parce que le donc, truc, c'est que souvent on entend, tu sais, oui, il faut absolument avoir cet outil-là, cet outil-là. Qu'est-ce que t'en ouais. penses? Moi, je pense que c'est des conneries. Et tu utilises ce qui déjà, toi, te parle, ce qui te sert réellement. Et puis, surtout, il faut aussi se dire un truc, hein, la plupart des outils qui sont payants, en réalité, c'est juste c'est juste des programmes qui utilisent des outils qui sont déjà gratuits, qui reformulent soit la présentation, soit qui combinent des données. Enfin, en réalité, c'est des données que tu peux trouver toi-même gratuitement, quoi. Mm. Mm. Enfin, je pense qu'il faut sortir un petit peu de la sacralisation de l'outil. Tu vois, c'est comme programmer ses posts sur Facebook. Enfin, tu vas tomber sur des centaines d'articles qui vont te faire des comparatifs entre tous les logiciels qui permettent de programmer tes posts sur Facebook et Instagram et compagnie. En réalité, rien que l'interface de Facebook, il te le fait gratuitement. Ouais. Et tous les autres programmes, bon, c'est à peu près tous globalement les mêmes et ils sont tous payants à peu près au même prix. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de passer des heures à aller chercher le bon outil. Enfin, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir des résultats, quoi. Mm. Il vaut mieux, En fait, il vaut mieux aller vers il y a beaucoup de... le plus simple, quoi. Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est ça l'effet aussi perfide de tous ces outils-là, c'est qu'ils te vendent le fait que si tu utilises l'outil, tu vas devenir riche, tu vois. Mm. Mais en réalité, pas du tout. Enfin, c'est complètement pas lié, tu vois. Quand tu regardes la communication de Buffer, par exemple, il t'explique que si tu programmes tes posts, tu vas augmenter l'engagement de tes posts. Bah non, pas du tout. Enfin, c'est pas parce que tu as utilisé Buffer que tu vas gagner en engagement. C'est juste que tu les as prévus en avance, donc tu as peut-être passé plus de temps, tu as peut-être réfléchi différemment. Enfin, Ouais, voilà, c'est mais ton ça, travail qui est plus qualitatif par rapport à ce que t'aurais fait si tu les balançais instinctivement, quoi. ouais, exactement. Mais le Mm. problème, c'est que dans ta tête, tu te dis, ouais, si j'utilise cet outil-là, je vais avoir du succès, je vais avoir plein d'abonnés. Donc en Ouais. fait, c'est pour ça qu'il y a une obsession des outils, alors qu'en fait, c'est assez souvent, c'est assez souvent des distractions. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui serait, selon toi, des signes qui montrent qu'on est prêt à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Parce que je sais que c'est pas simple, il y a énormément de freins psychologiques et logistiques. Et qu'est-ce qui ferait que, voilà, tu te dirais, cette personne-là, elle semble prête pour une aventure entrepreneuriale? Moi, je dirais il y a plusieurs facteurs. Le premier, ça doit être de ne pas faire ça pour l'argent. Ouais. C'est un truc que tu entends trop souvent, les gens qui disent ouais, le salariat c'est nul parce que tu fais plein d'études et tu gagnes 2000 balles par mois. Mm. Et qui se disent du coup je vais monter ma boîte parce que comme ça je vais pouvoir avoir vachement plus de revenus. Alors c'est vrai, mais pas nécessairement. Et aussi, enfin c'est. Moi je trouve que c'est pas une super bonne raison de le faire pour l'aspect financier, quoi. Bien sûr. Ça peut te pousser vers des business models qui sont pas éthiques, ça peut te pousser vers des pratiques qui sont pas éthiques. Donc moi je dirais que voilà, si l'unique motivation c'est l'argent, je pense que c'est pas la peine.
Ouais, Autrement, je dirais que quelqu'un qui est prêt, c'est quelqu'un qui a un projet, c'est quelqu'un en gros, il est pas dans cette espèce de débat, est-ce que je suis salarié, est-ce que je suis entrepreneur, mais plutôt, j'ai envie de bosser sur mon truc à moi. Et si c'est ça ta réflexion, si c'est ça, ce à quoi tu penses tout le temps, dans ce cas-là, ouais, t'es prêt. ouais, Après, c'est il va y avoir plein de skills à développer, tu vois, la discipline, ce genre de choses-là, le fait de pouvoir travailler devant un ordinateur sans être distrait pendant plusieurs heures, c'est pas super bête, mais c'est quand même pas facile. hmm. Et voilà. Ouais, Et moi, je dirais que ça vient du fondement de ce truc-là, qui est un vrai trait de caractère de te dire, c'est pas j'ai le choix entre être salarié ou être entrepreneur, c'est j'ai un projet, donc je deviens entrepreneur. Donc je le porte à bout, quoi. c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une conséquence d'une passion, d'une envie personnelle profonde, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ok, super, super. Euh, et les 3 pires défauts d'un entrepreneur. Alors déjà, j'en vois un venir, c'est ce dont tu viens de me parler, mais pour toi, si tu as déjà croisé des entrepreneurs ou dans l'archétype que tu t'imagines, c'est quoi les 3 pires défauts d'un entrepreneur? Euh, je dirais qu'un l'ego, c'est un gros problème chez les entrepreneurs de façon générale, parce que et j'en fais partie, hein, mais on a tous les gens qui sont entrepreneurs, tu bosses tellement sur ton projet, sur ta vision, sur ton truc, sur ton personnel branding, c'est tout le temps de toi en fait. Hmm. Tu bosses pour toi. C'est hyper égoïste, tu vois, quand tu y réfléchis, et c'est en même temps hyper noble, parce que tu dis, bah ouais, mais tu vois, moi je suis pas comme les autres, je suis pas bosser pour un patron, je bosse pour moi, tu vois, je suis vachement supérieur et tout. Et en fait, euh, via ce prisme de l'ego, en fait, tu vas prendre énormément de décisions qui sont pas les bonnes, tu vas faire des choses, faire des tâches qui sont pas productives simplement pour flatter ton ego, ce genre de choses-là. Moi, je dirais que l'ego, c'est quand même un très très gros souci chez les entrepreneurs. Ouais, Et les problèmes d'ego, c'est un problème chez tous les entrepreneurs. 100%. Tu vois, c'est parce que l'activité entrepreneuriale elle-même, elle vient c'est une conséquence logique d'un gros ego. ouais, c'est quelque part une activité un peu schizophrène entre trouver le juste milieu entre l'humilité nécessaire à à faire les bonnes actions et en même temps le fait de vivre dans un environnement qui te porte et qui te pousse à travailler ton image et ta propre image, quoi. Ok, Ouais, super. complètement, ouais. Ça, je dirais que c'est un premier point. Je dirais que le deuxième point, c'est d'être facilement distrait par les choses. Ouais, Euh, Ça, c'est comment dire, le fait de bosser sur les réseaux sociaux, ça, c'est un truc où tu vois, je suis hyper confronté à ça. Tu te retrouves à programmer des posts sur Instagram et en fait, tu te retrouves finalement à scroller sur Instagram pendant 20 minutes. Et ça paraît rien, tu vois, 20 minutes dans une journée, c'est pas énorme, mais quand ça t'arrive 4 fois dans une journée, en fait, ça fait 1 heure et demie. ouais, C'est 1 heure et demie où t'as pas bossé. Voilà, donc, il y a ouais. ça, il y a de pas se laisser distraire par toutes les communications des outils qui vont te dire si tu utilises mon outil et que tu payes 10 euros par mois, tu vas devenir riche, en gros. Hein. Mm, Voilà, ça aussi, c'est assez facile de se prendre au jeu. mm, mm. Euh, un troisième défaut, Bah après, je pense que là, on en a 2 qui sont déjà assez solides. C'est pas bien grave ouais. si on n'en trouve pas de troisième. Ma prochaine question pour toi, ce serait comment on fait pour écrire un bon article de blog. Et alors, je sais que la question est un peu chiante parce qu'il y a des millions de milliards d'articles à ce sujet et que tu peux pas me résumer en 2 phrases magiques comment écrire un bon article. Mais voilà, si tu as des petits conseils assez rapides pour les gens qui nous écoutent. Moi, je dirais qu'il faut avoir cette bonne balance entre le titre super putaclic, mais en Ouais. même temps, t'apportes de la valeur au mec derrière. Mm. C'est-à-dire, le titre putaclic, ça agace énormément les gens, mais en même temps, ça fonctionne et qu'aujourd'hui, tu es dans un environnement où il y a tellement de volume de création de contenu que tu es quand même obligé, tu vois, d'en faire un petit peu si tu veux un peu avoir cette impulsion de départ du mec qui vient voir ton contenu. Et là, derrière, il faut que tu aies quand même une valeur à ajouter qui soit suffisamment grande pour contrebalancer avec l'agacement que ton prospect, enfin que ton lecteur a pu avoir à cause de ton titre et de ta miniature, en gros. D'accord. Moi, je dirais que c'est ça vraiment l'enjeu du blogging. Et le deuxième enjeu qui est hyper important, c'est la quantité. Il faut publier énormément et il faut donc pouvoir écrire vite et il faut pouvoir écrire souvent. Et ça, c'est très important. Et qu'aujourd'hui, si tu crées un blog en te disant je vais créer un article toutes les 2 semaines,
Et ben, à moins que ton article, ça soit un truc super précis, enfin réellement d'une qualité, on va dire, exceptionnelle. Mais quand je veux dire qualité exceptionnelle, je parle d'une vingtaine d'heures de rédaction. Hein. À moins que ça soit de cette qualité-là, c'est pas la peine de te lancer. Ouais, c'est-à-dire que la concurrence est tellement rude et l'effort à fournir est tellement important que si on se fixe déjà un objectif qui est de un article toutes les 2 semaines, même si c'est, comme tu le dis, un article qui est pas travaillé, ça, c'est pas vraiment utile de se lancer dans le blogging, quoi. Non, et puis tu sais, il y a quand même une énorme part de hasard dans le blogging, comme il y en a, tu vois, dans les réseaux sociaux aussi. Où il y a des fois, tu vas poster une photo sur Instagram et tu sais pas pourquoi tu vas faire 4 fois plus de likes que d'habitude. Et il n'y a aucune raison hyper, enfin comment dire, réplicable ou autre qui aurait pu prévoir ça. Et en fait, dans le blogging, c'est un peu pareil. Tu as des articles qui vont pas du tout performer, puis tu vas en avoir un, il va exploser. Tu vois, ça m'est arrivé il y a 3 jours, par exemple, où j'ai un article qui a littéralement explosé. C'était pas du tout prévu. J'ai écrit l'article en 25 minutes et il explose actuellement, tu vois. Et je peux pas te dire pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est chouette. Et je sais que ça arrive plus souvent, tu vois, quand tu écris un contenu par jour, quand tu écris un article de blog par jour, que quand on écrit un toutes les 2 semaines, tu vois. Ouais. Donc il faut jouer le jeu du volume si tu veux profiter de ces petits moments de buzz qui sont pas du tout prévisibles en fait. Du facteur chance imprévisible. Complètement, ouais. Ça marche. T'as plus de chance quand tu joues 1000 fois que quand tu joues 2 fois. Et oui, et oui. Ok. Super. Une autre question maintenant. Comment vaincre sa peur de vendre une formation pour ceux qui aimeraient créer des formations? Je sais que ça peut être... Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en galère parce qu'ils ont peur finalement de vendre. Est-ce que tu aurais une idée de comment apaiser ces peurs de vendre? Alors c'est marrant parce que je suis en plein dans cette idée de vendre une formation actuellement. Donc c'est des questions que je me suis beaucoup posées et oui, j'ai eu très peur de me dire que j'allais vendre des produits. Alors que ça n'a pas de sens, tu vois, je vends des coachings déjà qui sont des produits bien plus chers que des formations par exemple. Ouais. Moi je dirais un premier truc, c'est si tu as peur de vendre, demande-toi si c'est pas ton produit qui est pas assez bon. Ouais. Parce que si tu as peur de vendre, c'est quand même que tu te dis que tu vas prendre de l'argent à quelqu'un et que ça vaut en gros pas le coup, quoi. Moi je dirais que c'est le premier point. Si tu as peur, c'est peut-être que ton produit est pas assez bon. Donc pense à améliorer ton produit. Le deuxième point, ce serait de peut-être se dire aussi, c'est quoi le pire des scénarios? Il y a quelqu'un qui dépense 50 euros ou 70 euros qui achète la formation et il n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? Globalement, il va t'envoyer un email, tu vas t'en prendre un peu plein la gueule, on va te traiter d'escroc, tout ça, t'as pas très envie de l'entendre, mais globalement ça va pas aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire tu vas cliquer sur un bouton, il va être remboursé, il va peut-être parler mal de toi à 3-4 mecs et puis c'est tout, quoi. Mais bon, globalement c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire t'as pas arnaqué quelqu'un, on va pas te poursuivre en justice. Ouais. Voilà, c'est globalement tu t'en prends un petit peu plein la gueule dans un email où on te dit que t'es un escroc et que c'était pas terrible et puis voilà. Ouais, il faut apprendre à relativiser, quoi. Ouais, exactement. Et le dernier point, c'est de se dire aussi que vendre, assez globalement, ça revient juste à proposer une solution à quelqu'un qui a un problème. Donc, si t'es mal à l'aise pour vendre, dis-toi aussi que c'est peut-être ta manière de vendre qui est pas bonne. Ouais. Moi, je suis pas très à l'aise, tu vois, là, actuellement, dans l'idée d'écrire une page de vente, par exemple, mais par exemple, discuter avec un prospect au téléphone et lui vendre un coaching derrière, c'est quelque chose qui me pose plus du tout de problème, parce qu'au final, j'ai pas l'impression de vendre quelque chose qui n'a aucune valeur. J'ai plutôt l'impression de répondre à un problème qui est existant, qui est posé, et je sais que je vais donner des solutions, quoi. Donc à partir de là, ça t'enlève énormément le syndrome de l'imposteur, quoi. C'est ça, c'est qu'il faut se repositionner non pas en tant que vendeur, mais en tant qu'apporteur de solutions aussi, quoi. Super. Ah, exactement, ouais. Super. Et autre question, comment savoir si on a fixé un bon prix? À tes yeux, en tout cas. Le bon prix, c'est le prix que ton prospect est prêt à payer. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Encore une fois, il faut tester. Il y a des gens, tu vois, ça c'est le problème de la valeur perçue. Mais il y a des gens pour qui ton produit, qui vont acheter 50 balles, ils vont dire waouh, tu devrais vendre ça des milliers. Et d'autres qui vont dire 50 euros, c'est quand même un peu cher, quoi. T'aurais dû le vendre à 19, quoi. Ouais. Donc t'as toujours les deux. Il y en a qui sont encore bloqués par le fait, par exemple, de se dire ouais, mais c'est une formation uniquement audio. C'est une formation uniquement audio, il n'y a pas de vidéo, donc du coup, il faut que je la vende moins cher. Non, pas forcément, non, tu vois, parce que la valeur que tu peux apporter peut être bien supérieure que si c'est de la vidéo. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le bon prix, ça va être le prix que le maximum de tes
que tes prospects vont être prêts à payer, que la majorité de tes prospects vont être prêts à payer et vont être OK de payer. Ouais. Donc là, c'est dur à dire. Moi, je dirais que c'est un mélange de si ta page de vente est hyper bonne, c'est aussi proportionnel à ça, mais si ta page de vente est hyper bonne, tu peux aussi vendre bien plus cher que ce que tu vendrais normalement. Je pense à, par exemple, un très bon formateur, enfin très connu en tout cas, Jean Rivière. Mais Jean Rivière, il est quand même excellent dans ses pages de vente. Ses pages de vente, à chaque fois, elles sont hallucinantes de qualité. Quand derrière le mec, il te vend une formation à 99 € ou 79 €, t'as vraiment l'impression que t'achètes un produit de ouf à 100 balles, quoi. C'est-à-dire et que tu fais une bonne affaire. Ouais, et tout ça, c'est parce qu'il a une page de vente exceptionnelle. Ce qui est parfois perfide, moi, ça m'est arrivé de lui acheter une formation et après, en écoutant la formation, de me dire ah ouais, là, mais en fait, je me suis complètement laissé berner par la page de vente. C'est pas terrible, en fait. Enfin, c'est pas que la formation n'est pas terrible, mais ça s'adapte pas tellement aux besoins que j'avais, finalement. Ouais. Et ok, super. Génial. Autre question, est-ce qu'on est obligé maintenant de passer par YouTube aujourd'hui si on veut réussir à vendre des formations et à se créer une communauté? Je pense que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui conseillent vraiment beaucoup de passer par YouTube. Est-ce que c'est pour toi un média vraiment primordial? Moi, en fait, je pense que ça dépend de l'échelle à laquelle tu vois ton business. C'est-à-dire que si tu veux faire tourner ton business avec 5 clients qui payent très cher, non, t'as pas besoin. Je pense que tu n'as pas besoin d'être sur YouTube. Si par contre tu vises beaucoup plus de volume, oui, voilà, beaucoup plus de volume avec des prix plus bas, je pense que là, YouTube, c'est essentiel. Ouais. En fait, YouTube, c'est ni plus ni moins enfin, on dit que c'est pas un réseau social parce que c'est un moteur de recherche, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu comme être présent sur un réseau social, c'est-à-dire que si aujourd'hui Instagram avait la croissance, les possibilités de croissance que tu as sur YouTube, on pourrait changer la question par est-ce que c'est primordial d'être sur Instagram? En réalité, YouTube, pourquoi c'est populaire? C'est parce que c'est encore une des rares plateformes où tu peux quand même monter relativement vite. Ouais. Le blogging, c'est vachement sur la pente descendante parce qu'il y a beaucoup trop de volume, mais que comme la barrière à l'entrée de faire des vidéos, c'est compliqué, tu vois, c'est pas uniquement techniquement compliqué, c'est aussi que c'est difficile individuellement de te mettre devant une caméra et de parler tout seul, quoi. Donc t'as moins de gens qui le font, donc enfin, évidemment t'as moins de volume, t'as moins de concurrence, etc. Donc t'as beaucoup plus d'opportunités de croissance dessus. En fait, je pense que c'est le moyen le plus rapide de tester une idée, c'est-à-dire que si tu passes par un blog, il va te falloir quelques années avant que ça porte un peu ses fruits. Je pense que sur YouTube, ça peut aller beaucoup plus vite. D'accord, ok, super. C'est un bon moyen de test, ou alors c'est un bon moyen si on a une grande quantité de prospects, quoi. Ok. Ouais, exactement. Ouais. Top. Est-ce que tu as un bon moyen, je dirais pas un hack, parce que je sais que t'es comme moi, t'aimes pas ce mot, mais un bon moyen de fidéliser tes clients? La qualité du contenu. Ça, c'est vraiment le truc. Ouais. Mais c'est aussi, on est tellement dans une logique de volume en ce moment, que en fait, si tu apportes réellement de la valeur et que tu sors un petit peu des conseils un peu ésotériques de la plupart des gens, en fait, tu fidélises vachement. Moi, j'ai eu mes premiers succès quand je parlais de réseaux sociaux parce que je sortais un petit peu de... C'était la grande période où tout le monde faisait du contenu sur comment avoir des abonnés sur Instagram. Et en gros, la conclusion de ces vidéos ou de ces articles de blog, c'était de dire publie des belles photos, quoi. Ouais, si merde, mais enfin, évidemment que je vais pas publier des photos affreuses, tu vois. Ouais. Donc c'est du conseil un petit peu facile. C'est comme les gens qui te disent ouais, si tu veux avoir du succès en tant qu'entrepreneur, faut te mettre devant ton miroir et faire et réciter des affirmations. Ouais, ok. Enfin bon, concrètement, faut aussi se mettre au boulot, faut aussi avoir un système d'organisation, faut passer plusieurs heures à faire des tâches chiantes. Enfin, voilà, c'est pas juste en disant des phrases devant ton miroir que tu deviens riche, quoi. Donc ça passe vraiment par la qualité du contenu comme truc primordial, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut réellement apporter de la valeur et il faut réellement apporter des solutions à des problèmes. Autrement, c'est pas la peine. Autrement, c'est pas la peine, on est d'accord. Et est-ce qu'il faut utiliser de la publicité sur les réseaux sociaux? Je pense notamment aux Facebook Ads ou aux Google Ads pour le référencement, pour se démarquer et avoir des résultats peut-être plus efficaces. Est-ce que c'est obligé? Non, c'est pas obligé, mais c'est encore une fois, ça te permet aussi de tester. C'est-à-dire, si tu te mets à promouvoir quelque chose sur Facebook Ads, que tu mets un petit peu d'argent et que tu vois que tu as des résultats, c'est que peut-être l'idée que tu as est bien, peut-être que ton contenu est bon et peut-être qu'il faut
qu'il faut creuser là-dedans. Si par contre tu lances une pub et que ça fonctionne pas, c'est qu'a priori ça va pas fonctionner non plus en organique, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc, par exemple, je sais que dans le dropshipping ou dans le FBA, c'est vraiment un truc qu'ils font très souvent, mais dès qu'ils ont trouvé un produit où ils se disent ça peut se vendre, ils lancent du Facebook Ads dessus de façon assez vénère, ils testent pendant quelques jours, et si en gros le produit est pas rentable, ils laissent tomber, ils passent à autre chose. Okay. Donc moi je dirais, t'es pas obligé de passer par du Facebook Ads, mais ça aide. C'est-à-dire que si tu te mets à promouvoir tes articles de blog, ton contenu, ta formation, et que ça fonctionne en Facebook Ads, c'est qu'a priori ça va fonctionner en organique aussi. Okay. Ça prendra plus de temps, qu'il va falloir que tu drives du trafic et compagnie, mais c'est que l'idée est bonne. Moi je pense que ça te permet de valider des trucs et ça te permet de gagner du temps. Ouais, en fait, c'est encore une fois une question d'équilibre. C'est-à-dire, si tu as du budget, vas-y, fais de la pub. Et si tu n'as pas de budget, en fait, tu compenses en y passant plus de temps. Ouais, c'est un peu toujours l'équation temps contre argent, quoi. Temps, argent, ouais. Super. Et enfin, dernière question. La fonctionnalité qui serait super pour un site de vente de formation comme Podia, ClickFunnels ou justement Formator.io et qui n'existe pas encore. Si tu as une petite idée. Alors, je connais pas les plateformes précisément parce que j'en ai pour l'instant utilisé aucune. Ouais. Je les ai utilisées en tant que client, donc bon, j'ai cet aspect-là. Moi, je dirais que un truc, c'est ce que commence un petit peu à faire Podia, mais d'avoir un peu la plateforme tout en un. C'est-à-dire, tu héberges ta formation, tu as ta liste de clients, ta liste email, tu peux programmer tes emails directement dessus. Je sais par exemple aussi que sur Mailchimp, qui est un client mail, donc rien à voir, mais tu peux par exemple faire tes Facebook Ads sans avoir à passer par... Ah, cool. Pardon, tu peux faire tes Facebook Ads sans avoir à passer par la plateforme Facebook Ads. Ouais. Ce qui est assez chouette, parce que la plateforme Facebook Ads, c'est quand même un merdier monumental. C'est de pire en pire d'ailleurs. Moi, je l'utilise parce que ça fait très longtemps que j'utilise, mais la plupart des gens ne l'utilisent plus aujourd'hui. Ils passent par des outils comme ça qui permettent de simplifier la plateforme. Donc moi, je dirais une plateforme de formation qui s'occupe de tout, c'est-à-dire tu peux faire de l'envoi de mailing, tu peux gérer tes Facebook Ads, tu peux gérer ton search, tu peux gérer tes analytics entièrement depuis la plateforme. Moi, je dirais que ça, ce serait vraiment l'outil idéal parce que dans ce cas-là, tu te retrouves à pas multiplier les outils, tu restes vraiment sur un seul outil. Ouais, la simplification au maximum de tout ce parcours-là, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment, moi, c'est ce que je trouve en tout cas dans tous ces gens qui veulent être entrepreneurs web, c'est que on te dit tellement, on te parle tellement d'outils, de trucs, qu'en fait, c'est hyper compliqué de savoir par où commencer, quel outil il faut utiliser, quel outil va être pratique, quel outil est trop cher, quel outil est bon, quel outil est pas bon. Enfin, quand tu fais du web, tu as quand même énormément de choses à gérer déjà, et en plus, tu vas te préoccuper de savoir quel outil est compatible avec quoi. Tu vois, si tu veux créer un site ou un blog, c'est quoi la solution entre Wix, Squarespace et WordPress. Et ouais. Tu vois, rien que ça, tu dois en avoir peut-être 100 000 articles de blog sur la question. Au final, moi je te dirais, va au plus simple, va avec ce qui a le plus de sens pour toi. Tu vois, moi, mon blog personnel, j'ai pas d'intérêt SEO par exemple. Je veux juste que le truc soit bien présenté, j'ai pas envie de passer de temps dessus. Il est sur Squarespace et moi je trouve qu'il a une bonne tête, il tourne à peu près bien. Carrément. Et moi de mon côté, il est super simple à manager. Donc j'ai aucun intérêt de passer par un WordPress sur ce projet-là. Ouais, d'accord. Mais donc le côté tout en un, quoi. Le côté tout en un, ouais. Et simple. Ça c'est vraiment important, mais simple. Faut arrêter avec les outils super compliqués, avec des fonctionnalités dont personne n'a besoin, quoi. Là-dessus, on se rejoint totalement parce que Formator, justement, a pour but de faire le truc le plus simple et le plus complet possible. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, mais sur notre outil, on a intégré la capacité, bien sûr, d'envoyer des mails. On a intégré un outil de blog pour ceux qui n'ont pas forcément, justement, la capacité à ouvrir un WordPress ou des choses comme ça, référencées en SEO. Et donc, pas mal d'outils qui rejoignent ton propos de faire l'outil le plus complet et en même temps le plus simple et intuitif. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, super. Eh ben, écoute, je pense que j'ai la réponse à la majorité des questions que je voulais te poser. Et puis, c'est super pour moi. Je te remercie énormément, Charles, pour cette petite interview. Merci de m'avoir reçu. Pas de souci. Et puis on se dit à la prochaine fois pour l'épisode 3 de ce petit podcast de Formator.io. À tout de suite.